Bonjour à toutes et à tous, nous sommes au Luxembourg, dans la province, côté Belgique, et au Grand-Duché, de l'autre côté de la frontière. Malgré la crise sanitaire, la Belgique se relance selon les secteurs, la volonté est bien là de continuer à avancer. On en parle dans cette émission. De nombreux acteurs de l'économie s'expriment pour partager leur vision d'une Belgique plus forte, plus compétitive, plus ambitieuse. Cette semaine, vous assisterez à de belles rencontres, croyez-moi. Notre thématique du jour, la transformation digitale. Nos invités sont Frédéric Stiernon, le boss de Carpe Diem, qui nous vient tout droit de Luxembourg, Luxembourgville. Non, j'habite en Gaume, donc en province de Luxembourg. Excellent. Bonjour. Carpe Diem, ça bouge pas mal au Luxembourg? Carpe Diem, ça bouge pas mal à Luxembourg, ça bouge pas mal en Belgique, et puis on en parlera tout à l'heure. Et un peu partout. On va en parler. André Blavier, on vous présente encore? Mais quand même, oui. De l'agence du numérique. Vous nous parliez mieux que personne de l'expansion du digital. On va en parler dans cette émission. Jean-Marcel Thomas, tout à fait traumatisé par ce prénom depuis de nombreuses années. Vous êtes le directeur de l'Eurospace Center. Je suis très heureuse de vous avoir sur ce plateau. On parle de votre prénom tout à l'heure? Oui, tout à fait. Allez, on peut en parler. En attendant, on va présenter un Olivier. Oui, ou l'Eurospace Center. Mais bon, on en parlera tout à l'heure. Allez, Olivier Matz, il est responsable digitalisation chez Technifutur, le plus grand centre de compétences de Belgique. Merci d'être tous là avec nous aujourd'hui. Avant de parler de relance proprement parlée, parlons de cette crise. On y est toujours, on vit cette 4e vague. Comment chacun à votre porte, avec votre expérience, votre bagage, vous vivez cette crise? Frédéric. Alors, nous, du point de vue Carpe Diem, donc peut-être expliquer ce qu'on fait pour mieux comprendre quel est l'impact du Covid. Un jeu de mots intéressant. Merci, oui, c'est Carpe Diem, C-A-R-P-A-Y-D-I-E-M. Oui. Donc, nous, du point de vue solution, ce qu'on propose, c'est une plateforme qui permet à tous les conducteurs de faire le plein avec soit leur smartphone, soit directement le tableau de bord de leur véhicule, dans n'importe quelle station-service. Donc, vous arrivez, vous choisissez la station sur votre téléphone, vous faites le plein, vous partez et vous pouvez, c'est payé automatiquement. Je dois quand même sortir pour faire le plein. Il faut encore sortir pour faire le plein, effectivement. Je pourrais en parler un peu plus plus tard. Bien sûr. Mais évidemment, le Covid a eu un impact très fort sur notre activité, principalement au début de la crise, puisque là, les gens restaient chez eux, ne conduisaient plus. Donc, il y avait beaucoup moins de transactions qui avaient lieu. Donc, on a vu une chute de pratiquement 50% de l'utilisation, ce qui est une chute inférieure à ce que les pétroliers ont vu eux-mêmes. Parce qu'on apporte des avantages en termes de sécurité, plus besoin de toucher le terminal de paiement. Par exemple, plus besoin de rentrer dans la boutique. Et donc de croiser à ce moment-là encore, on ne savait pas exactement où en était la diffusion. Et donc on a vu une chute, mais très rapidement, quand il y a eu la première réouverture après le confinement total, on a vu une croissance et on dépasse maintenant de très loin les volumes de transactions qu'on avait il y a un an. On en parlera tout à l'heure, mais vous avez aussi profité de cette crise pour accélérer les choses. Absolument, oui. André Blavier, cette crise, elle impacte comment votre mission? Alors, c'est toujours un peu délicat de dire qu'une crise peut impacter positivement une mission, mais on vient de l'évoquer ici. Il est évident qu'au moment où la crise a démarré, j'allais dire sans numérique, où en serions-nous? C'est vrai que c'est pas idéal de donner cours à distance, c'est vrai que c'est pas nécessairement idéal de faire du télétravail, c'est pas nécessairement idéal de tout commander en ligne. Néanmoins, grâce à ça, services publics, économie, école, tous ces systèmes ont pu continuer à fonctionner. Imaginez qu'on ait eu la même crise au milieu des années 80. Sincèrement, on peut se poser la question de savoir où nous en serions aujourd'hui. Ça, c'est une première chose. Bon, à part ça, il y a évidemment des secteurs qui ont souffert plus que d'autres. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que, et on est exactement dans le thème, la Belgique se relance, la Wallonie se relance. Donc il y a un plan de relance qui a été publié et diffusé maintenant officiellement par le gouvernement wallon. Il y a eu un petit temps de retard du fait de l'autre crise qui a marqué l'été, les inondations évidemment. Mais aujourd'hui, ce plan existe. Et ce qui est vraiment marquant pour nous, c'est que le numérique, aujourd'hui, c'est clairement, on ne se demande plus, tiens, est-ce qu'il ne faudrait pas faire un peu de numérique? Le numérique est un des axes forts que l'on a mis dans ce plan de relance, et l'agence du numérique en est évidemment particulièrement responsable, notamment dans des domaines comme l'IA, comme donc l'intelligence artificielle, l'industrie du futur, le commerce digital, toute la question des compétences numériques, parce que je pense qu'un des révélateurs forts qu'on a vu durant cette crise, c'est que nous ne sommes pas tous égaux devant le numérique en termes de compétences. Et donc c'est très bien de se dire que tout peut se faire en ligne.
Encore faut-il être capable de le faire correctement, à la fois comme citoyen pour pouvoir accéder aux services publics, commander en ligne, quelque part vivre avec le numérique en ligne, mais aussi comme patron d'entreprise pour tirer parti, alors d'un point de vue plus business et managérial du numérique. Donc voilà, il y a toute une série de grands axes liés au numérique dans le plan de relance de la Wallonie et c'est une très bonne chose. Et l'agence du numérique, elle a une mission à court terme, à moyen terme ? C'est quoi la mission est une mission, donc notre mission c'est le développement du numérique en Wallonie, c'est la mission long terme, mais très clairement ici dans le cadre particulier du plan de relance, on est responsable de toute une série d'actions opérationnelles, comme je viens de les citer, mais jamais tout seul, hein, c'est toujours une logique de partenariat. Et pour nous, le travail fondamental, c'est d'assurer la cohérence de toutes ces actions au travers du programme Digital Wallonia. Digital Wallonia, c'est la lettre de course, hein, si on fait appel si vous voulez, pour les corsaires. Un corsaire, il partait sur les mers, et le monde du numérique est un monde de corsaires, il partait sur les mers avec une mission. Tu vas aller là pour remplir telle mission, atteindre tel objectif. Digital Wallonia assure la cohérence de tout ça, parce qu'il faut une lisibilité à toutes ces actions. Sinon, on fait plein de choses dans tous les sens, mais on a du mal à lire la cohérence. Donc, ce qu'on fait, c'est assurer la cohérence de toutes ces actions en faveur du numérique. Excellent. Jean-Marcel, j'arrive chez vous. C'est marrant, parce que dans l'émission d'hier, on a déjà pas mal parlé de l'Eurospace Center. Oui. On n'a pas beaucoup parlé de vous, mais on a parlé de l'Eurospace Center. Racontez-nous un petit peu votre mission. Alors la mission de l'Eurospace Center, c'est vraiment d'aider les jeunes à faire naître dans leur tête une petite lumière qui dirait les sciences c'est important, les sciences c'est facile, les sciences c'est amusant, et donc j'ai envie de me lancer dans des études scientifiques et peut-être une carrière scientifique. On sait aujourd'hui quand on parle du numérique qu'il manque partout, et je pense que tout le monde va le dire ici, il manque de jeunes avec des compétences dans le numérique, avec des compétences dans la digitalisation. On a besoin de ces gens-là pour faire le monde de demain, et l'Eurospace Center est vraiment non seulement une vitrine, mais un outil à la disposition des jeunes et des moins jeunes pour comprendre le demain, comment ça va se passer demain dans le monde, dans la société, avec le spatial entre autres, et comment est-ce qu'on peut être un acteur. Et c'est pour ça qu'à l'Eurospace Center, aujourd'hui, on a 14 stages, donc la plupart sont des stages STEM, que ce soit des robotiques camp, des camps de modélisation 3D, des camps de SAT-camp, des choses comme ça, qui leur permettent justement de rentrer dans ce monde de demain et de créer leur propre avenir. Et cette crise, elle vous impacte comment ? Elle vous aide ? Elle vous freine ? Elle nous a impacté à différents niveaux. D'abord, il faut savoir que nous, en 2020, on était fermés parce qu'on était en train d'upgrader l'Eurospace Center. L'Eurospace Center est un outil qui a plus de 30 ans, dans lequel on était en train de réinjecter plus de 14 millions de francs, de façon à en faire un outil top. Vous avez dit de francs, hein, d'euros, excusez-moi. Et donc, par rapport à cela, donc ces 14 millions d'euros qu'on a investis, donc on a été bloqué pendant le chantier, donc on n'a pas pu continuer le chantier. Et puis on s'est retrouvé avec les vacances au mois de juillet, août, donc on a été en retard de plus de 2 mois, je dirais, dans nos travaux et dans notre plan financier. Et puis, on a eu le Covid qui nous a ouvert, puis refermé, puis refermé, puis ouvert, refermé. Alors, nous sommes rouverts au grand public depuis le 20 décembre. Et depuis le 20 décembre, je touche du bois, on est plein. C'est-à-dire que quand on a fait des allotements qui pouvaient tourner entre 200, 300, 400, 500, 600 personnes, on était toujours plein et on l'est toujours aujourd'hui. D'ailleurs, c'est un des discussions qu'on aura sûrement tout à l'heure. Et le rôle du numérique aujourd'hui à jouer, c'est tout ce qui est e-ticketing, qui a un rôle fondamental aujourd'hui dans le fonctionnement dans l'Eurospace Center, mais dans le fonctionnement aussi de tous les sites culturels, scientifiques, de tous les musées et de toutes les attractions touristiques que l'on peut avoir en Belgique. Le numérique est super important parce que ça nous permet d'abord de savoir le nombre de personnes que l'on va accueillir et donc de pouvoir s'organiser, se structurer, que ce soit pour l'attractivité elle-même, mais aussi pour les activités parallèles telles que les restaurants, telles que la boutique, etc., etc. Et donc pouvoir accueillir les gens et donner une expérience client qui est vraiment qualitative. Donc on peut comme ça gérer le nombre de personnes qu'on est prêt à accueillir, le nombre de personnes qui arrivent à une expérience client qui est qualitative parce qu'il est attendu, il est accueilli, il est suivi. Et ça, c'est une vraie révolution. C'est une vraie révolution pour nous. Pourquoi ? Parce qu'avant, on ne savait pas à combien de gens on allait s'attendre. On pouvait faire des statistiques, des analyses en disant il va pleuvoir, il va pas pleuvoir, on va avoir 30-40% en plus, en moins. Aujourd'hui, on sait à l'avance et des fois plusieurs semaines à l'avance le nombre de personnes qui vont arriver. Donc, on peut vraiment faire un travail qualitatif et on peut aussi décider à un moment donné pour que
le travail soit positif, c'est-à-dire que pour que les gens qui viennent chez nous puissent recevoir l'information dont ils ont besoin, puissent comprendre réellement le message qu'on veut faire passer, puissent comprendre la formation qu'on va leur donner, etc., de limiter le nombre de gens. Et donc l'e-ticketing permet. On espérait faire ça sur 10 ans. Et aujourd'hui, en 3 mois de temps, on y est arrivé. Donc c'est quelque chose de formidable. C'est un élan en plus aujourd'hui pour tout le monde. Seul problème de l'Eurospace Center, c'est qu'on est complet et qu'on est déjà trop petit. Oui, c'est ça, du coup. Donc, autrement dit, par exemple, je viens d'avoir une société coréenne la semaine dernière qui est venue nous voir en disant « Je voudrais bien louer l'exclusivité de l'Eurospace Center 3 semaines par an pour les 240 lits pour faire venir 200 garçons. » On leur a dit 2021, impossible. 2022, impossible aussi. Ah oui. Donc, autrement dit, ce qu'il y a aussi comme problème aujourd'hui... Vous avez vu trop petit, quoi. Non, c'est pas qu'on a vu trop petit. Nous, on a fait ce qu'on a avec ce qu'on avait comme argent. Ça veut dire aussi que quelque part, il y a un message à donner à nos politiciens, aux gens qui nous entourent et qui nous aident et qui nous soutiennent. C'est qu'il y a de la demande et que les jeunes sont en demande. Les jeunes, ils sont. Moi, à l'Eurospace Center, cet été, j'ai refusé 250 inscriptions de jeunes qui voulaient venir faire des stages STEM. 250 gamins se sont vus dire ben non, reviens à la Toussaint. Ah mais la Toussaint, on est déjà complet. Ah, reviens à Noël. Oui, mais ça ne va pas parce que là... Non, voilà, 250 gamins voulaient faire le premier pas vers les sciences, voulaient faire le premier pas vers cette compétence, cette connaissance qu'ils voulaient acquérir et j'ai pas pu les recevoir. Oui, c'est ça. Voilà. Je donne la parole à Olivier. Oui, d'accord. J'ai une question. Des Coréens du Nord ou du Sud? Ah, les bons, évidemment. De toute façon, ils ne viendront pas. Il n'y a pas de place. Bon, pour répondre à ta question... Responsable digitalisation. Oui, responsable digitalisation chez TechniFuture. Donc en fait c'est quoi? C'est un service en fait qui travaille sur 2 axes, je dirais, principaux. C'est l'axe veille technologique et création de nouveaux contenus de formation qui doivent toujours s'adapter puisque ça va toujours plus vite et les entreprises ont toujours des besoins nouveaux et souhaitent toujours des formations plus récentes, plus up-to-date. Mais c'est aussi un accompagnement des entreprises et formation de leur équipe projet principalement sur des projets d'intelligence artificielle comme le disait André, d'industrie du futur, via toute une série de projets existants. Par exemple, pour l'intelligence artificielle, c'est via le projet Digital Wallonia for AI. Oui, ce que j'allais dire, il y a des collaborations. Tout à fait, totalement. Tout à fait, oui. D'ailleurs, tous ces projets, on essaye vraiment, nous, de les faire, pas uniquement TechniFuture seul, on les fait vraiment avec une couple qu'on appelle le consortium Numéria, qui regroupe les 5 centres de compétences actifs dans le numérique en Wallonie. Donc le CPGRA, Technobel, Technocité, Technofuturtic et TechniFuture. Donc on essaye vraiment, comme le disait André, je pense que c'est très important par rapport à nos chefs d'entreprise et par rapport, je dirais même, à tous les publics que l'on touche, nous, enseignement, demandeurs d'emploi, etc., qu'il y ait une cohésion en Wallonie. C'est-à-dire qu'on n'ait pas l'impression qu'il y ait une politique qui n'est pas la même en province du Luxembourg qu'en province de Liège ou en province du Hainaut. Il y a des spécificités. C'est possible. Oui. Je pense que la logique qu'on essaie de privilégier aujourd'hui, on va revenir sur les acteurs ici présents, mais c'est la logique d'activation des écosystèmes. Oui. La notion d'écosystème, particulièrement dans le domaine du numérique, elle est fondamentale. L'offre, évidemment, qu'est-ce que le secteur wallon du numérique est capable d'offrir? La demande, la demande, ce sont des entreprises, ce sont des services publics, etc. Les gens qui sont dans la recherche, extrêmement important dans le domaine du numérique. Et puis alors les acteurs de support, alors qui sont des intercommunales, qui sont des chambres de commerce, qui sont des acteurs de financement. Et comme le disait Olivier, c'est l'activation d'écosystèmes. Mais on y reviendra, mais l'Eurospace Center, par exemple, aujourd'hui, on l'a identifié dans le domaine de la cybersécurité. Ça ne veut pas dire on en parlait tout à l'heure, on ne va pas faire de la centralisation, on va faire de la cohérence et une vision globale. Ça, c'est le plus important pour avoir de l'impact. Ouais. Si on n'a pas l'économie d'échelle via les écosystèmes, on n'a pas d'impact. On fait des choses intéressantes, mais on rate quelque part le véritable impact au niveau régional. Olivier, j'ai compris le premier volet qui est plus d'adapter les formations. Et le deuxième, c'est plus, vous êtes face à les chefs d'entreprise, vous répondez à une demande, à un besoin. Souvent dans certains projets, qu'est-ce qui se passe? On a par exemple un projet Factory 4.0, donc c'est plutôt de l'accompagnement d'industriels en vue de les aider, on va dire, à implémenter des nouvelles technologies, de la numérisation dans le cadre d'ateliers de production. Donc ça va être de mettre peut-être de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, pour aider l'opérateur de production dans les tâches qu'il fait de ça. Mais tous ces projets, ce qu'on essaye de faire, c'est on essaye de former l'équipe projet de l'entreprise à partir du bon côté, c'est-à-dire
pour moi, pour qu'un projet numérique fonctionne bien, il y a quand même quelques points à prendre en compte. Il faut certainement avoir une volonté vraiment forte des décideurs de cette entreprise, de dire, OK, on va numériser certains de nos process. Ouais. Mais ça veut dire qu'après, il faut les analyser, ces processus, dire, OK, pour le moment, voilà comment ils fonctionnent, sans numérisation ou avec très peu de numérisation. Voilà comment il fonctionnerait si je mettais en place ces outils. Qu'est-ce que ça m'apporte? Quelle est la valeur ajoutée que ça m'apporte? Prenez un exemple concret pour que les chefs d'entreprise qui nous regardent comprennent de quoi on parle. Prenez un exemple concret entre un chef d'entreprise qui est venu vous voir, même sans citer de nom, mais par rapport à qu'est-ce qu'il a voulu mettre en place. Moi, je pense à l'exemple qui pourrait vraiment être concret, c'est par exemple dans l'intelligence artificielle. Donc, on a eu un brasseur donc, qui se retrouvait avec une problématique qui est sa ligne de production. Il récupère, parce qu'en plus, il fait de la récupération des bouteilles en verre. Et donc, il récupère ces bouteilles, il doit évidemment les nettoyer, puis les remettre en ligne de production pour de nouveau les remplir de bière, fermer, les packager et les vendre. Okay. Et son bottleneck, comme on dit en anglais, c'est-à-dire la partie la plus lente de sa ligne de production, c'était un endroit où, après X fois que les bouteilles reviennent, on va dire, elles sont abîmées. Okay. Et il faut le vérifier, ça. On ne peut pas se permettre d'avoir une bouteille qui aurait un éclat et qu'une personne se blesse à cause d'une bouteille de bière. Donc on est sur quelque chose. Et là, on se demande en quoi la digitalisation va jouer un rôle. En quoi la digitalisation peut jouer un rôle, et avec des projets qui sont très pragmatiques et pas très coûteux. Ils ont mis en place une IA, donc une intelligence artificielle, avec une caméra haute vitesse, qui donc a permis de filmer. Imaginons ici, on voit mon verre. Imaginez donc ces verres qui défilent les uns à la suite des autres. Pour un humain qui devrait regarder à l'œil, ce verre-là, il est défectueux, je souhaite l'éjecter. Il faut ralentir la vitesse de la ligne. Alors que pour une caméra, avec une intelligence artificielle qui aura appris ce qu'est un défaut d'une bouteille de verre, là, on va pouvoir mettre cette ligne à une vitesse beaucoup plus élevée. Alors souvent, ce qu'on entend, c'est on entendra, oui, mais alors, et que fait la personne qui, elle, faisait ce métier, on va dire? On va lui faire des choses à plus haute valeur ajoutée. On va le libérer peut-être d'un job qui était peu intéressant, qui était plutôt toute sa journée fatigant, stressant, ça, et on va plutôt lui dire, maintenant, travaille sur un poste. Et je vous assure, le budget n'était pas du tout élevé, le temps de mise en place du projet était très court, et donc le return sur investissement était vraiment très très efficace. Donc je pense que la numérisation sur des choses assez petites, très efficaces, peut très vite parler à un industriel, à une entreprise de service, que sais-je. Si je vous fais prendre un exemple concret, c'est parce que je pense que tout le monde ne réalise pas forcément l'étendue des possibilités qui sont liées à la digitalisation. C'est pour ça que je vous fais prendre cet exemple concret. Pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, Jean-Marcel, vous êtes débordé, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que tous ces métiers liés à la digitalisation n'étaient pas forcément considérés comme un avenir pour beaucoup de gens? Beaucoup de jeunes sont nés dans la digitalisation, c'était évident, mais là on est en train de dire qu'on est presque en pénurie, qu'on est en retard, mais il n'y a pas eu un déclic il y a 5 ans. Je pense que c'est un débat extrêmement important. La question des compétences numériques, elle est la clé de tout. Oui. Je pense qu'il y a eu à un moment donné une forme de confusion entre ce qu'on pourrait appeler les usages quotidiens, et notamment des jeunes, ce réflexe de dire les jeunes aujourd'hui, Facebook, machin, bazar, attends, ils dominent ça, c'est super facile. Ok, mais ça ne vous fait pas créer une entreprise, ça ne vous fait pas être capable d'inventer un système de paiement, par exemple. Et donc il ne faut pas confondre cette espèce d'habileté que les jeunes générations ont naturellement avec les outils numériques avec ce que j'appellerais plutôt de la dextérité numérique, au sens de comprendre comment ça fonctionne et être capable. Donc, quand on ouvre un smartphone, on voit toutes les icônes des applications. Oui. Moi, ce que je prends toujours comme exemple, c'est de dire que derrière chacune de ces icônes, il y a une entreprise, il y a des développeurs, il y a des concepteurs, il y a des gens qui s'occupent de sécurité, de transfert de data, d'identification de photos, que sais-je, etc. Et qui sont des domaines de compétences qui sont de plus en plus technologiques. Donc, il faut arrêter de croire que... plus c'est simple, plus c'est technologique. Et on a besoin aujourd'hui de gens dont les capacités technologiques sont extrêmement pointues. Et c'est ça qui permet aussi, c'est un point important, on parle de la province du Luxembourg, on parlera d'agriculture sans doute un peu tout à l'heure, je pense que c'est un sujet important, mais qui permet de ramener en Wallonie de l'activité économique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens qui font des développements très pointus, ceux dont Olivier vient de parler, le faire en Chine ou le faire en Belgique, il n'y a plus d'avantage concurrentiel à le faire en Chine. Ça permet de relocaliser l'activité. Tous ces métiers de l'industrie du futur, de l'IA, de la réalité augmentée, virtuelle, de l'agriculture, sont des métiers qui n'ont aucun intérêt à être délocalisés. Ça veut dire qu'on peut ramener l'activité économique sur la Wallonie. Donc oui, la question de la compétence, elle est totalement centrale. Et malheureusement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on constate encore un énorme déficit entre, je vais dire, la production
de profils numériques dans les universités, les hautes écoles, etc. et la demande du marché. Allez jeter un coup d'œil sur les offres d'emploi de n'importe quel site d'emploi aujourd'hui. Les 3/4 des emplois sont hautement numériques et tous les autres, il y a au moins une demande par rapport à du numérique. Des grandes entreprises numériques wallonnes aujourd'hui vous diront, mais moi je suis capable d'absorber tous les ans toute la production de diplômés en développement informatique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce qui pose question. Oui. Dans les stages à l'Eurospace Center, on fait de la programmation depuis, avec du microbyte et des choses comme ça, depuis 5 à 7 ans, je vais dire maximum. C'est vrai qu'on aurait peut-être pu commencer plus tôt, etc. Mais aujourd'hui, tous les nouveaux stages que l'on sort en ont. Donc là, il y a directement de la programmation et rentrer dans le système. Parce que, comme tu le disais très bien, à un moment donné, les jeunes, oui, ça se servir d'un ordinateur, ça se servir des logiciels, etc. Mais savoir comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on pourrait faire en plus pour créer quelque chose qui fait le plus et qu'une société va être intéressée parce que tu as une idée qui est géniale, c'est encore autre chose. Et c'est pour ça que nous, à l'Eurospace Center, par exemple, on ne va jamais travailler avec un robot, avec un bloc Lego, mais on va créer son propre robot soi-même, qu'on va remporter à la maison, qu'on va continuer à upgrader et qu'on réalise par exemple des stages en différentes étapes, RocketCam 1, RocketCam 2, RocketCam 3, fidéliser les jeunes et les attirer là-dedans. Mais de nouveau, je dis, c'est pas suffisant. Il faudrait en fait un Eurospace Center à tous les coins de rue. Je dis souvent, sans vouloir déshabiller Jacques ou Paul, je dis toujours, s'il y avait en Belgique autant d'Eurospace Center qu'il y avait de centres sportifs, il y aurait peut-être beaucoup plus d'entreprises qui viendraient s'installer chez nous parce que justement, on a les têtes pensantes qui seront capables de créer ce futur. Allez, on avance dans cette émission, on fait le point sur la transformation digitale aujourd'hui en province du Luxembourg. Restez bien avec nous, on se retrouve juste après la pub. À tout de suite.